Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Comme vous le constatez, j'ai choisi une vue un petit peu différente aujourd'hui. Et voilà, tout simplement. Pardon, c'est un petit peu étrange ma façon de m'exprimer parfois, j'étais ailleurs, mais je reviens avec vous. Alors, je recherche simplement la bonne page, voilà. Nous en sommes au chapitre 34. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt après cette lecture. Lorsque tout fut réglé, Noël était proche. La période des vacances s'avançait. Je fermai alors l'école de Morton, prenant soin que ce départ ne fût pas stérile en ce qui me concernait. La bonne fortune fait ouvrir aussi merveilleusement les mains que le cœur. Et donner un peu, quand on a largement reçu, ne fait qu'offrir une issue au débordement inaccoutumé des sensations que l'on éprouve. Depuis longtemps, j'avais senti avec plaisir que bon nombre de mes élèves, ces petites campagnardes, m'aimaient, mais j'en fus davantage persuadée quand, au moment de nous séparer, elles me manifestèrent leur affection avec autant de force que de simplicité. Je fus profondément touchée de voir que j'avais réellement une place dans ces cœurs candides. Je leur promis qu'à l'avenir je ne laisserais jamais passer une semaine sans venir les voir et leur donner une heure de cours dans leur école. Toute la classe, qui comptait à présent 60 élèves, avait défilé devant moi. Je venais de fermer la porte et, debout, la clé en main, j'échangeais quelques paroles d'adieu plus spéciales avec une demi-douzaine de mes meilleurs élèves lorsque Mr. Rivers arriva. Il n'y en avait pas de plus correct, de plus respectable, de plus modeste et cultivé parmi la paysannerie anglaise. Ce n'est pas peu dire car, après tout, la paysannerie anglaise est la plus instruite, la mieux élevée, la plus digne de toute l'Europe. J'ai vu depuis lors des paysannes, des bäuerinnen, mais les meilleures d'entre elles m'ont paru ignorantes, grossières et sottes comparées à mes filles de Morton. « Estimez-vous avoir obtenu la récompense d'un trimestre d'efforts » demanda Mr. Rivers lorsqu'elles furent parties. « Cela ne vous fait-il pas plaisir de voir que vous avez réellement fait du bien à vos semblables, à votre moment ?»« Sans doute. Et votre labeur n'a duré que quelques mois. Une vie consacrée à la tâche de régénérer votre race ne serait-elle pas bien employée ?»« Oui, répondis-je, mais je ne pourrais pas continuer indéfiniment ainsi. J'ai besoin de jouir de mes facultés aussi bien que de cultiver celles des autres. Il faut que j'en jouisse à présent. Ne me parlez plus de l'école d'où je me suis évadée corps et âme. Je suis d'humeur à profiter pleinement de mes vacances. » Il prit un air grave. « Eh bien, dit-il, qu'est-ce donc? Que signifie l'ardeur soudaine que vous manifestez? Qu'avez-vous donc l'intention de faire? » « Je veux être active, aussi active que je le pourrais. Pour commencer, il faut que je vous supplie de rendre sa liberté à Hannah, de trouver quelqu'un d'autre pour vous servir. Avez-vous besoin d'elle? Oui, pour m'accompagner à Moor House. Diana et Mary seront à la maison dans une semaine et je désire que tout soit en ordre pour les recevoir. Je comprends. Je croyais que vous vouliez partir faire quelques voyages. Je préfère cela. Hannah vous accompagnera. Alors dites-lui d'être prête pour demain. Voici la clé de l'école. Je vous remettrai celle de mon cottage demain matin. Il prit la clé. Vous me la rendez bien gaiement, dit-il. Je ne comprends pas très bien que vous ayez le cœur aussi léger. Il est vrai que j'ignore la tâche que vous vous proposez d'accomplir en remplacement de celle que vous abandonnez. Quel but, quel projet, quelle ambition avez-vous? Mon intention est de faire, pour commencer, un nettoyage à fond. Saisissez-vous bien toute la force de cette expression? Un nettoyage à fond de Moor House, de la cave au grenier, puis de tout y frotter avec de la cire d'abeille, de l'huile et je ne sais combien de torchons de laine jusqu'à ce que tout y reluise de nouveau. La troisième opération consistera à disposer chaque chaise, chaque table, les lits, les tapis avec une rigoureuse précision. Après cela, c'est tout juste si je ne vous ruinerai pas en charbon en tour pour entretenir un bon feu dans chaque pièce. Et enfin, pendant les 2 jours qui précéderont l'arrivée de vos sœurs, nous nous mettrons, Hannah et moi, à battre des œufs, à trier des raisins de Corinthe, à râper des épices, à préparer des gâteaux de Noël, à hacher menus les ingrédients pour les pâtés, tout en accomplissant avec solennité d'autres rites culinaires que les mots ne peuvent expliquer qu'imparfaitement à un profane comme vous.
Bref, mon intention est que tout soit absolument prêt avant jeudi prochain pour recevoir Diana et Mary. J'ambitionne de les accueillir aussi parfaitement que possible. St. John eut un léger sourire. Il ne paraissait toujours pas satisfait. Tout cela est très bien pour le moment, dit-il, mais sérieusement, j'espère qu'une fois passé ce premier accès de zèle, vous porterez votre regard au-dessus des plaisirs domestiques et des joies de la famille. Il n'y a rien de meilleur au monde, interrompis-je. Non, Jane, non, ne cherchez pas à faire de ce monde un lieu de délices, il n'en est pas un, non plus qu'un lieu de repos. Ne vous laissez pas aller à l'indolence. Bien au contraire, je veux être active, Jane. Je vous excuse pour le moment. Je vous accorde 2 mois de répit pour jouir pleinement de votre nouvelle situation et vous abandonner au plaisir que vous venez seulement de découvrir, avoir une famille. Mais alors, j'espère que votre vue ira au-delà de Moor House, de Morton, de la société de mes sœurs, de la tranquillité égoïste, du confort voluptueux que donne l'opulence du monde civilisé. J'espère que la vigueur de votre énergie vous troublera de nouveau. Je le regardai avec surprise. St. John, dis-je, je trouve qu'il est presque pervers de me parler ainsi. Tandis que je me dispose à être heureuse comme une reine, vous essayez de réveiller mon inquiétude. Dans quel dessein? Dans le dessein de tirer parti des talents que Dieu vous a confiés et dont il vous demandera certainement un compte exact un jour. Je vais vous surveiller de près et avec anxiété, soyez-en avertie, Jane. Tâchez de modérer la ferveur exagérée avec laquelle vous vous plongez dans les joies banales du foyer. Ne vous laissez pas aussi étroitement enchaîner par les liens charnels. Gardez votre constance et votre enthousiasme pour une cause qui en soit digne. Évitez de les gaspiller pour des objets vulgaires et éphémères. Entendez-vous, Jane? Oui, mais c'est exactement comme si vous me parliez grec. Je trouve que j'ai des raisons suffisantes pour être heureuse. Je veux être heureuse. Au revoir. Je fus heureuse à Moor House. Et j'y travaillais dur. Hannah de même. Elle était ravie de me voir de si bonne humeur dans le remue-ménage d'une maison mise sans dessus-dessous et si experte pour brosser, épousseter, nettoyer, faire la cuisine. Après un jour ou 2 d'extrême confusion, ce fut réellement délicieux de faire renaître peu à peu l'ordre dans le chaos que nous avions créé. J'avais commencé par me rendre à S pour y acheter quelques nouveaux meubles, mes cousins m'ayant donné carte blanche pour effectuer toutes les modifications à ma convenance, dans les limites d'une certaine somme mise de côté à cette intention. Je laissai à peu près tel quel le salon où nous nous tenions d'ordinaire, ainsi que les chambres à coucher, car je savais que Diana et Mary auraient plus de plaisir à retrouver les tables anciennes, les chaises, les lits qui leur étaient familiers, que d'y voir les plus élégantes nouveautés. Certaines innovations étaient cependant nécessaires pour donner, comme je le désirais, une note imprévue à leur retour. De beaux tapis neufs de couleur foncée ainsi que des rideaux, quelques objets d'art anciens en porcelaine et en bronze soigneusement choisis et disposés avec goût, des garnitures d'étoffes pour les tables de toilette, de nouveaux miroirs et des nécessaires répondaient à ce but. Le tout frais sans être trop voyant. Je remeublai entièrement, avec un mobilier en vieil acajou recouvert de tissu cramoisi, une chambre et un petit salon de réserve. Je posai une grosse toile dans le corridor, des tapis dans les escaliers. Quand tout fut terminé, Moor House me parut en cette saison un modèle aussi parfait d'honnête et gai confort à l'intérieur qu'un spécimen de désolation hivernale et de tristesse désertique à l'extérieur. Ce mémorable jeudi vint enfin. Tous 3 devaient arriver à la tombée de la nuit, mais bien avant le crépuscule, les feux avaient été allumés en haut et en bas. La cuisine était dans un ordre parfait. Hannah et moi étions habillés. Tout était prêt. St. John arriva le premier. Je l'avais prié de rester éloigné de la maison jusqu'à ce que tout fût bien rangé. Mais la seule idée de l'agitation, à la fois vaine et banale, qui régnait dans ces murs, suffisait à l'effaroucher et à le tenir à distance. Il me trouva dans la cuisine où je surveillais la cuisson des gâteaux pour le thé. S'approchant de l'âtre, il me demanda si j'étais enfin satisfaite de ses travaux ménagers. Je lui répondis en l'invitant à m'accompagner pour passer une inspection générale et voir le résultat de mon labeur. Ce ne fut pas sans difficulté que je le décidai à faire ce tour de maison. Il se contenta de jeter un coup d'œil dans les pièces par les portes que j'ouvrais. Après avoir parcouru le premier étage et le rez-de-chaussée, il me dit que je devais avoir eu bien de la peine et de la fatigue pour effectuer des changements aussi importants en si peu de temps.
Il ne prononça pas une syllabe exprimant le plaisir de voir sa demeure embellie. Ce silence me refroidit. Je pensais que mes transformations avaient peut-être troublé quelques vieux souvenirs auxquels il attachait du prix. Je lui demandai d'un ton sans doute un peu découragé s'il en était ainsi. Pas du tout. Il avait remarqué au contraire que j'avais scrupuleusement respecté tous les souvenirs. Ce qu'il craignait, c'était seulement que j'eusse accordé à ce travail plus de soins qu'il n'en méritait. Combien de minutes, par exemple, avais-je pu consacrer à étudier l'arrangement de cette pièce? À ce propos, pouvais-je lui dire où se trouvait tel livre? Je lui montrai le volume sur l'étagère. Il le prit, se retira comme d'habitude dans l'embrasure de la fenêtre et se mit à lire. Tout cela ne me plut pas, lecteur. St. John était un homme vertueux, mais je commençais à croire qu'il avait dit vrai sur son compte lorsqu'il avait déclaré qu'il était dur et froid. Les douceurs, les délicatesses de l'existence n'avaient pour lui aucun attrait. Ses joies paisibles, aucun charme. L'ambition était, à proprement parler, le seul but de sa vie. Sans doute n'aspirait-il qu'à ce qui était bon et grand, mais il n'admettait pas le repos, pas plus pour son entourage que pour lui-même. En regardant son haut front calme et pâle comme une blanche pierre, ses beaux traits figés dans l'étude, je compris soudain qu'il ferait difficilement un bon mari, que ce serait une chose redoutable d'être sa femme. Une sorte de clairvoyance me fit alors comprendre la nature de son amour pour Miss Oliver, et comme lui, je pensais que ce n'était qu'un amour sensuel. Je me rendis compte à quel point il devait se mépriser quand il subissait sa troublante influence, combien il devait désirer étouffer, détruire cet amour, comme il devait douter qu'il pût jamais assurer à l'un et à l'autre un bonheur durable. St. John était fait, je le voyais, de ces matériaux dans lesquels la nature taille ses héros, chrétiens ou païens, ses législateurs, ses hommes d'État, ses conquérants, remparts inébranlables pour la défense des grandes causes, mais trop souvent colonnes froides, austères, encombrantes, peu à sa place au coin du feu. Ce salon n'est pas un milieu pour lui, songeai-je. Narcissique. La chaîne de l'Himalaya, la brousse Cafre, voire la côte marécageuse de la Guinée, lieu maudit où règne la peste, lui conviendrait mieux. Rien d'étonnant à ce qu'il veuille fuir la tranquillité de la vie domestique. Ce n'est pas là son élément. Ses facultés s'y engourdissent sans pouvoir s'y développer ou se montrer à leur avantage. C'est au milieu de la lutte et du danger, quand il faut faire preuve de courage, déployer de l'énergie, avoir de la fermeté, qu'il parlera et agira en chef, en supérieur. Ici, devant l'âtre, un simple enfant plein de gaieté l'emporterait sur lui. Il a raison de vouloir être missionnaire, je le vois à présent. « Les voilà qui arrivent, les voilà qui arrivent !» cria Anna en ouvrant toute grande la porte du salon. Au même moment, le vieux Carlo se mit à aboyer joyeusement. Je me précipitai dehors. Il faisait déjà sombre, mais on entendait un bruit de roues. Anna eut vite fait d'allumer une lanterne. Le véhicule s'étant arrêté devant la barrière, le conducteur en ouvrit la portière. Une silhouette bien connue sortit d'abord, suivie bientôt d'une autre. L'instant d'après, j'avais le visage enfoui sous leur capote, pressant la joue douce de Marie, les boucles flottantes de Diana. Elle riait, embrassait Anna, caressait Carlo, à demi fou de joie, demandait avec empressement si tout allait bien et, rassurée par une réponse affirmative, se hâtèrent d'entrer dans la maison. Elle venait de Whitecross en voiture, tout engourdie par ce long et cahotant parcours, transi par l'air glacial du soir. Mais leurs aimables visages s'épanouirent devant la gaie lueur du feu. Tandis que le conducteur et Anna apportaient les malles, elles demandèrent St. John. Il sortait à ce moment du salon et s'avançait vers elle. Toutes deux jetèrent aussitôt leurs bras autour de son cou. Il donna à chacune un baiser paisible, leur adressa d'un ton grave quelques mots de bienvenue, resta un moment à les écouter et leur dit qu'il espérait qu'elles allaient bientôt le rejoindre dans le salon, où il se retira comme dans un refuge. J'avais allumé leurs chandelles pour monter à l'étage, mais Diana eut d'abord à donner des instructions pour que le conducteur fut convenablement traité. Toutes deux me suivirent alors, se montrant ravies de la remise à neuf et de la décoration de leur chambre, des nouvelles tentures, des frais tapis, des vases en porcelaine aux riches teintes, et m'exprimèrent avec enthousiasme leur satisfaction. J'eus le plaisir de sentir que les aménagements que j'avais faits répondaient précisément à leurs désirs, que toutes mes réalisations ajoutaient beaucoup d'agréments à leur joyeux retour. Cette soirée fut bien douce. Mes cousines, débordantes d'entrain, furent si éloquentes dans leurs récits et leurs commentaires que leur volubilité masqua l'humeur taciturne de St. John.
Il était sincèrement heureux de voir ses sœurs, mais ne pouvait partager l'ardeur de leur flamme, l'effusion de leur joie. L'événement du jour, l'arrivée de Diana et de Mary, lui faisait plaisir, mais l'heureux tumulte, le gai bavardage de la réception lui était pénible. Je vis qu'il aspirait à des lendemains plus calmes. 1 heure environ après le thé, alors que nous jouissions au plus haut point de cette veillée, nous entendîmes frapper à la porte. Anna entra pour nous faire savoir qu'un pauvre garçon était venu à cette heure indue chercher Mr. Rivers pour aller auprès de sa mère qui était en train de passer. Où habite-t-elle, Anna? Tout en haut à Westcosborough, à près de 4 milles d'ici, rien que des marécages et des mousses tout le long du chemin. Dites-lui que je vais y aller. Vraiment, monsieur, vous ferez mieux de ne pas y aller. Il n'y a pas de trajet plus mauvais la nuit, pas même un sentier à travers la tourbière. Et puis, la nuit est si affreuse, un vent perçant comme vous en avez jamais senti. Vous feriez mieux, monsieur, de faire dire que vous irez demain matin. Mais il était déjà dans le corridor, mettant son manteau. Et sans la moindre objection, sans un murmure, il partit. Il était alors 9 heures. Il ne revint qu'à minuit, transi, là, certes, mais paraissait plus heureux que lorsqu'il s'était mis en route. Il avait accompli son devoir, fait un effort, éprouvé son énergie dans l'action et le renoncement, était en meilleurs termes avec lui-même. J'ai bien peur que la semaine suivante n'ait mis sa patience à l'épreuve. C'était la semaine de Noël. Nous n'avions entrepris aucun travail suivi et passions notre temps dans une sorte de joyeuse oisiveté domestique. L'air de la lande, la liberté du foyer, la prospérité naissante agissaient sur l'esprit de Diana et de Mary comme un élixir vivifiant. Elles n'étaient que gaieté du matin au soir. Elles avaient toujours quelque chose à dire. Leur conversation spirituelle, substantielle, originale, avait tant de charme pour moi que rien ne me faisait plus plaisir que de la suivre et d'y prendre part. St. John ne nous reprochait pas notre animation, mais il s'en éloignait. Sa paroisse était étendue, la population dispersée, et chacune de ses journées se passait à visiter les malades et les pauvres des différents districts. Il était rarement à la maison. Un matin, au petit déjeuner, Diana, après être demeurée pensive pendant quelques instants, lui demanda si ses plans demeuraient inchangés. Inchangés et inchangeables, fut la réponse. Il se mit alors en devoir de nous informer que son départ d'Angleterre était maintenant définitivement fixé pour l'année suivante. « Et Rosamond Oliver » insinua Mary. Ces mots semblaient s'être échappés involontairement de ses lèvres. À peine les eut-elle prononcés qu'elle fit un geste comme pour les retenir. St. John avait un livre à la main. Il avait l'habitude peu sociable de lire pendant les repas. Il le ferma et releva la tête. « Rosamond Oliver, répondit-il, est sur le point d'épouser Mr. Granby, homme très estimable qui appartient à l'une des meilleures familles de Hesse, petit-fils et héritier de Sir Frederick Granby. J'ai appris cette nouvelle hier par son père. » Ses sœurs se regardèrent. Puis leurs yeux se posèrent sur les miens. Nous nous mîmes alors toutes trois à l'observer. Il avait la sérénité du cristal. « Ce mariage a dû se décider bien vite, dit Diana. Ils ne se connaissaient pas depuis longtemps. » Depuis 2 mois seulement. Ils se sont rencontrés en octobre au bal du comté à Hesse, mais lorsqu'il n'y a aucun obstacle à une union, tel est le cas présent, et que cette union est en tout point souhaitable, les délais sont inutiles. Ils se marieront dès que la résidence de Hesse Place, que Sir Frédéric met à leur disposition, sera en état de les recevoir. La première fois que je revis St. John seul après cette communication, je fus tentée de lui demander s'il n'était pas peiné de cet événement. Mais il donnait si peu l'impression d'avoir besoin de sympathie que, bien loin de m'aventurer à lui en offrir, j'éprouvais quelque honte au souvenir de ce que j'avais osé lui dire. D'ailleurs, j'avais perdu l'habitude de lui parler, car il s'était enfermé de nouveau dans une froide réserve qui glaçait ma franchise. Il n'avait pas tenu sa promesse de me traiter comme ses sœurs. Il faisait sans cesse entre nous de petites différences qui réprimaient mes élans et ne contribuaient pas du tout au développement de la cordialité. Bref, à présent qu'il m'avait reconnue comme sa parente, que je vivais sous le même toit que lui, je sentais que la distance entre nous était bien plus grande qu'à l'époque où il ne voyait en moi que la maîtresse d'école du village. Quand je me rappelais à quel point j'avais jadis gagné sa confiance, je n'arrivais pas à comprendre son actuelle froideur. Je ne fus donc pas peu surprise de le voir lever soudain la tête, qu'il tenait penchée sur son pupitre, et de l'entendre dire « Vous voyez, Jane, j'ai livré combat et j'en suis sorti victorieux. » Je tressaillis en m'entendant ainsi interpellée et ne répondis pas tout de suite. Après un moment d'hésitation, je répliquai. «
Êtes-vous bien sûr de ne pas être dans la situation de ces conquérants qui paient leur triomphe un peu cher? Une autre victoire comme celle-ci n'entraînerait-elle pas votre perte? Je ne le crois pas. Et même si je le croyais, cela serait sans grande importance. Je n'aurais plus à mener semblable lutte. Le résultat du conflit est décisif. Ma route est facile à suivre à présent. J'en remercie Dieu. En disant cela, il retourna à ses papiers et retomba dans son silence. Lorsque notre mutuel bonheur, c'est-à-dire celui de Diana, de Mary et le mien, devint plus paisible, que nous eûmes repris nos habitudes et nos études régulières, St. John resta davantage à la maison. Il passait parfois des heures entières avec nous dans la même pièce. Tandis que Mary dessinait, que Diana poursuivait une série de lectures encyclopédiques, entreprise qui avait suscité mon admiration, mais aussi un certain effroi, et que, de mon côté, je continuais à piocher l'allemand, il était plongé dans un mystérieux travail personnel, l'étude de certaines langues orientales qu'il jugeait nécessaires à la réalisation de ses projets. Assis dans le coin qu'il se réservait, occupé, comme je l'ai dit, paraissant calme et absorbé, ses yeux bleus quittaient cependant souvent la grammaire rébarbative pour errer et même quelquefois se fixer sur nous, ses compagnes d'études, avec une curieuse intensité d'observation. Se laissait-il surprendre, il se détournait aussitôt, mais de temps à autre revenait se poser, scrutateur, sur notre table. Je me demandais ce que cela pouvait signifier. J'étais également étonnée de la satisfaction qu'il ne manquait jamais de témoigner à l'occasion d'une chose qui me paraissait de peu d'importance, à savoir ma visite hebdomadaire à l'école de Morton. Ce qui, plus encore, m'intriguait, c'est que s'il neigeait, pleuvait ou faisait grand vent, la sollicitude de ses sœurs qui me pressaient de n'y pas aller ne manquait jamais de le faire sourire. Il m'incitait alors à accomplir ce devoir sans me soucier des éléments. « Jane n'est pas un être aussi fragile que vous voulez le laisser entendre, disait-il. Elle peut supporter une rafale de la montagne, une averse ou quelques flocons de neige aussi bien que n'importe lequel d'entre nous. Elle est d'une constitution solide et qui s'adapte facilement, mieux faite pour supporter des variations de température que beaucoup d'autres, plus robustes. Aussi, quand je rentrais, parfois bien fatiguée, très éprouvée par le mauvais temps, je n'osais jamais me plaindre, sachant combien de tels propos l'irriteraient. En toutes circonstances, il aimait l'énergie, et le contraire lui déplaisait tout particulièrement. Un après-midi, pourtant, je fus autorisée à rester à la maison parce que j'avais effectivement un rhume. Ses sœurs allèrent à Morton à ma place. J'étais installée à lire du Schiller tandis qu'il déchiffrait ces abrupts textes orientaux. Au moment où je laissais ma traduction pour faire un exercice, je regardai par hasard de son côté et me rendis compte qu'il m'examinait de ses yeux bleus toujours vigilants. Depuis combien de temps se livrait-il à ces profondes investigations? Je ne saurais le dire. Ce regard était si pénétrant et pourtant si froid que je me sentais envahie par une crainte superstitieuse, engendrée, eût-on dit, par une présence surnaturelle. « Que faites-vous, Jane ? » ?»« J'apprends l'allemand. Je voudrais que vous abandonniez l'allemand et que vous appreniez l'hindustani. »« Parlez-vous sérieusement ? » ?»« Si sérieusement que je veux qu'il en soit ainsi. Je vais vous dire pourquoi. » Il se mit alors à m'expliquer qu'il étudiait en ce moment l'hindustani, qu'au fur et à mesure qu'il allait plus avant, il avait tendance à oublier ce qu'il avait appris au début, que ce serait une aide précieuse d'avoir une élève avec laquelle il pourrait voir et revoir les éléments et les fixer ainsi d'une façon définitive dans son esprit. Il avait hésité un certain temps entre ses sœurs et moi. Il m'avait choisi parce qu'il avait jugé que, des trois, j'étais la plus susceptible d'assiduité dans le travail. Lui ferais-je cette faveur? Peut-être n'aurais-je pas bien longtemps à faire ce sacrifice. Il restait à peine 3 mois avant son départ. St. John n'était pas un homme auquel on pouvait opposer un refus à la légère. On sentait que, chez lui, toute impression, agréable ou pénible, restait à jamais profondément gravée. J'y consentis donc. Lorsque Diana et Mary revinrent, Diana se mit à rire en voyant son élève devenue celle de son frère, et toutes deux furent d'accord pour déclarer que St. John n'aurait jamais pu les persuader d'entreprendre pareille chose. Il répondit tranquillement « Je le savais ». Je trouvais en lui un maître très patient, très indulgent, mais exigeant. Il attendait beaucoup de moi, mais quand je lui donnais pleine satisfaction, il me témoignait, à sa manière, une entière approbation. Peu à peu, il prit sur moi un certain ascendant qui m'enleva ma liberté d'esprit. Ses louanges, l'attention dont j'étais de sa part l'objet, exerçaient sur moi une contrainte plus forte que son indifférence. Je ne pouvais plus parler ni rire spontanément lorsqu'il était là.
J'étais importunée, harcelée par l'intuition du désagrément que lui causait, venant de moi, la moindre vivacité. J'étais si convaincue que des occupations sérieuses et un état d'esprit adéquat lui étaient seuls supportables, qu'en sa présence tout effort était vain dont l'entreprise ou la poursuite eussent été autres. J'étais comme figée sous l'emprise d'un charme. Quand il me disait « Allez », je partais. « Venez », je venais. « Faites cela », je le faisais. Cette servitude me pesait cependant. Bien souvent, j'aurais préféré qu'il eût continué à ne pas se soucier de moi. Un soir, au moment d'aller se coucher, tandis que ses sœurs et moi étions debout autour de lui pour lui souhaiter le bonsoir, il les embrassa et me tendit la main selon son habitude. Diana, par hasard d'humeur espiègle, elle n'était pas sous le pénible contrôle de la volonté de son frère, car la sienne, dans un plan différent, était tout aussi forte, s'exclama « St. John, vous dites que Jane est votre troisième sœur, mais vous ne la traitez pas comme telle, vous devriez l'embrasser aussi. » Elle me poussa vers lui. Ce geste de Diana m'exaspéra. Je me sentis désagréablement confusée, tandis que je demeurais absorbée par mes pensées et mes impressions. St. John, penchant la tête, abaissa son profil grec à hauteur de mon visage, ses yeux interrogeant les miens d'un regard perçant, et m'embrassa. Il n'existe point de baiser de marbre, de baiser de glace. Sinon, je dirais que le baiser de mon cousin le pasteur appartenait à l'une de ces catégories. S'il y a des baisers expérimentaux, le sien en était un. Après me l'avoir donné, il me regarda pour en voir l'effet. Mais il ne découvrit rien de bien frappant. Je suis sûre de ne pas avoir rougi. Peut-être avais-je pâli légèrement. J'avais eu la sensation que ce baiser était comme un sceau apposé sur mes chaînes. Depuis ce jour, il n'omit jamais cette cérémonie, et la gravité, le calme avec lesquels je la subissais, paraissait la revêtir d'un certain charme à ses yeux. Quant à moi, de jour en jour, je désirais lui faire davantage plaisir, mais de jour en jour, je sentais plus vivement que pour y arriver, il me faudrait renier à demi ma nature, étouffer à demi mes facultés, lutter contre l'inclination naturelle de mes goûts, m'obliger à poursuivre un but pour lequel je n'avais aucune vocation. St. John voulait m'entraîner vers des hauteurs que je ne pouvais atteindre. C'était un incessant supplice que de poursuivre cet idéal qu'il dressait devant moi. C'était une chose aussi impossible que de façonner les traits irréguliers de mon visage selon le modèle achevé et classique du sien, de donner à mes yeux d'un vert changeant la teinte bleue de mer et l'éclat solennel de ses propres yeux. Toutefois, ce n'était pas seulement son ascendant qui, pour le moment, me tenait en esclavage. Depuis quelque temps, il m'avait été facile d'avoir l'air triste. Mon cœur était rongé par un chagrin qui tarissait mon bonheur à sa source, le chagrin de l'incertitude. Vous pensez peut-être, lecteur, qu'au milieu de ces changements de lieu de fortune, j'avais oublié Mr. Rochester. Non, pas un instant. Son souvenir était en moi, non à la façon d'une de ces vapeurs que le soleil dissipe ou d'une image tracée sur le sable que l'orage efface, mais d'un nom destiné à durer aussi longtemps que la stèle de marbre sur laquelle il est gravé. Le violent désir de savoir ce qu'il était devenu m'obsédait sans cesse. C'était pour évoquer ce destin que, lors de mon séjour à Morton, je rentrais chaque soir dans mon cottage. Et c'était encore pour y songer tristement que chaque soir je regagnais ma chambre à Moor House. Au cours de mon inévitable correspondance avec Mr. Briggs à propos du testament, je lui avais demandé s'il pouvait me renseigner sur la résidence actuelle de Mr. Rochester et sur l'état de sa santé. Mais, comme St. John l'avait présumé, il ignorait tout ce qui concernait sa personne. J'écrivis alors à Mrs. Fairfax, la suppliant de me dire ce qu'elle savait. J'étais persuadée que cette démarche me permettrait d'atteindre mon but, que je ne pouvais manquer de recevoir une prompte réponse. Je fus bien étonnée quand, au bout d'une quinzaine de jours, je n'avais toujours rien reçu. Mais lorsque 2 mois se furent écoulés et que, jour après jour, le facteur passa sans rien apporter, je fus en proie à la plus poignante anxiété. J'écrivis de nouveau. Ma première lettre pouvait s'être égarée. Cette nouvelle tentative me redonna un espoir qui m'illumina comme la première fois pendant plusieurs semaines. Puis il faiblit et vacilla. Pas une ligne, pas un mot ne me parvint. Après que la moitié d'une année eut été perdue en vaine attente, mon espoir mourut et je me sentis envahie de tristesse. Un merveilleux printemps dont j'étais incapable de jouir resplendissait autour de moi. L'été approchait. Diana essayait de m'égayer, elle prétendait que j'avais l'air malade et voulait m'accompagner au bord de la mer.
St. John s'y opposa, disant que je n'avais pas besoin de distraction, que c'était une occupation qu'il me fallait, que ma vie actuelle était trop vide, sans but. Pour suppléer, je pense, à ce qui me manquait, il prolongea encore ses leçons d'Hindustani et se fit plus pressant au cours de cette étude. Et moi, insensée, je ne songeais même pas à lui résister. J'étais incapable de lui résister. Un jour, je me mis au travail plus déprimée encore que de coutume. Ce reflux de peine avait été causé par une déception cruellement ressentie. Anna m'avait dit ce matin-là qu'il y avait une lettre pour moi, et quand j'étais descendue pour la prendre, à peu près certaine que les nouvelles depuis si longtemps attendues arrivaient enfin, je n'avais trouvé qu'une note sans importance de Mr. Briggs concernant nos affaires. Cet amer désappointement m'avait arraché quelques pleurs, et penché à présent pour déchiffrer les difficiles caractères et les tropes fleuries d'un scribe hindou, j'avais de nouveau les yeux pleins de larmes. St. John m'appela auprès de lui pour faire la lecture. Je fis un effort, mais la voix me manqua. Les mots se perdirent dans mes sanglots. Nous étions seuls, lui et moi, dans le salon. Diana étudiait son piano dans le petit salon, Mary s'occupait au jardin. C'était un beau jour de mai, clair et ensoleillé, avec une brise légère. Mon compagnon ne témoigna aucune surprise devant mon émotion, ne m'en demanda pas la cause. Il se contenta de dire « Attendons quelques instants, Jane. Prenez le temps de retrouver votre calme. » Et tandis que je réprimais rapidement cet accès, il demeura assis, penché sur son pupitre, tranquille, résigné, tel un médecin qui, au cours de la maladie de son patient, surveille d'un œil averti une crise prévue et parfaitement intelligible pour lui. Après avoir étouffé mes sanglots, essuyé mes yeux, murmuré que je ne me sentais pas très bien ce matin-là, je repris ma tâche et réussis à aller jusqu'au bout. St. John rangea mes livres et les siens, ferma son pupitre à clé et dit « À présent, Jane, il faut que vous fassiez une promenade. Venez avec moi. Je vais appeler Diana et Mary. Non, je ne désire qu'une compagne ce matin, et il faut que ce soit vous. Habillez-vous, sortez par la porte de la cuisine, prenez le chemin qui monte vers le sommet de Marsh Glen. Je vous y rejoindrai dans un instant. Je ne connais pas de moyen terme, et n'en ai jamais pris dans mes rapports avec des caractères durs, positifs, opposés aux miens entre la soumission absolue et la révolte déclarée. J'ai toujours été fidèlement docile jusqu'au moment où, semblable à un volcan qui explose, je me précipite avec violence dans la rébellion. Comme, dans les circonstances présentes, il n'y avait rien qui m'autorisât à m'insurger, que j'y étais d'ailleurs peu disposée, je suivis exactement les instructions de St. John, et 10 minutes plus tard, je marchais le long du sentier sauvage du vallon, à ses côtés. La brise venant de l'ouest nous arrivait par-dessus les collines, chargée des suaves senteurs de la bruyère et des roseaux. Le ciel était d'un bleu limpide. Le torrent descendant le long du ravin, grossi par les dernières pluies printanières, roulait ses eaux abondantes et claires qui reflétaient les rayons d'or du soleil et les teintes de saphir du firmament. Nous avions quitté le sentier et marchions à présent sur l'herbe douce, fine comme de la mousse et d'un vert d'émeraude, délicatement émaillée de minuscules fleurs blanches, parsemées de fleurs jaunes ressemblant à des étoiles. Le vallon, suivant un cours sinueux, s'enfonçait et se perdait au cœur même des collines qui maintenant nous enserraient. « Reposons-nous ici, » dit St. John. Comme nous atteignions quelques rochers isolés, premiers éclaireurs d'un bataillon qui gardait une sorte de défilé au-delà duquel le torrent se précipitait en cascade. Un peu plus loin, la montagne se dépouillait de son gazon et de ses fleurs, ne conservant qu'un revêtement de bruyère et une parure de roc. Le paysage inculte devenait sauvage, sa fraîche vigueur menaçante. Ce lieu semblait défendre ses solitudes désespérées et être le dernier refuge du silence. Je m'assis. St. John resta debout près de moi. Il leva les yeux dans la direction du col, puis les abaissa vers le creux de la vallée. Son regard suivit le torrent dans la fantaisie de son cours, puis s'éleva vers le ciel sans nuages qui s'y reflétait. Il enleva alors son chapeau, laissant la brise jouer dans ses cheveux et caresser son front. Il paraissait être en communion avec le génie de ce site. Ses yeux semblaient dire adieu à quelque chose. « Je reverrai tout cela en rêve, dit-il à voix haute, quand je dormirai sur les bords du Gange, puis encore, dans un avenir plus lointain, lorsqu'un autre sommeil me terrassera sur la rive d'un fleuve plus sombre. »
Étrange expression d'un étrange amour. Passion austère du patriote pour la patrie de ses pères. Il s'assit. Pendant une demi-heure, aucun de nous deux ne parla. Il reprit enfin. « Jane, je pars dans 6 semaines. J'ai retenu ma couchette sur un navire de la Compagnie des Indes qui mettra à la voile le 20 juin. Dieu vous protégera, car vous avez entrepris son œuvre, répondis-je. Oui, dit-il, c'est ma gloire, ma joie. Je suis le serviteur d'un maître infaillible. Je ne vais pas au loin sous la conduite d'un guide de ce monde, je n'obéis pas à des lois imparfaites, aux directives trompeuses des faibles vers de terre que sont mes semblables. Mon roi, mon législateur, mon capitaine, c'est le tout parfait. Il est curieux qu'autour de moi, chacun ne brûle pas de s'enrôler sous la même bannière, de se joindre à la même entreprise. Tout le monde n'a pas votre énergie, et ce serait folie de la part des faibles que de vouloir suivre l'effort. Ce n'est pas aux faibles que je m'adresse, ce n'est pas à eux que je pense, mais à ceux qui sont dignes de cette tâche et capables de l'accomplir. Ceux-là sont peu nombreux, et il n'est pas aisé de les découvrir. Vous dites vrai. Mais lorsqu'on les a trouvés, il est juste de les stimuler, de les presser, de les exhorter à l'effort, de leur montrer ce que sont leurs dons, pourquoi ils leur ont été donnés, de leur faire entendre le message céleste, de leur offrir directement de la part de Dieu une place dans les rangs des élus. S'ils sont réellement qualifiés pour remplir cette mission, leur propre cœur ne sera-t-il pas le premier à les en informer? J'eus l'impression qu'un effroyable réseau magique se tissait autour de moi. Je tremblais d'entendre prononcer le mot fatal qui lui donnerait son pouvoir et me riverait à son charme. « Et que dit votre cœur » demanda Saint John. « Mon cœur est muet. »« Mon cœur est muet, » répondis-je toute frémissante, frappée d'épouvante. « Je dois donc parler pour lui, » continua la voix profonde, inexorable. « Jane, venez avec moi aux Indes, venez pour m'y aider, pour y être ma collaboratrice. » Le vallon et le ciel se mirent à tourner autour de moi. Les collines se soulevèrent. Il me semblait avoir entendu un appel du ciel, un messager imaginaire tel celui de Macédoine qui aurait dit « Viens et aide-nous ». Mais je n'étais pas un apôtre, je ne voyais pas le héros, je ne pouvais recevoir son message. « Oh, Saint John » m'écriai-je, « ayez pitié !» Celui que j'implorais ne connaissait ni merci ni remords dans l'accomplissement de ce qu'il croyait être son devoir. Il poursuivit. Dieu et la nature vous ont créé pour être la femme d'un missionnaire. Ce ne sont pas des avantages extérieurs que vous en avez reçus, mais des dons de l'esprit. Vous êtes faite pour l'effort, non pour l'amour. Il faut que vous soyez la femme d'un missionnaire, et vous le serez. Vous serez la mienne, j'y prétends, non pour mon plaisir, mais pour le service de mon souverain. Je ne suis pas faite pour cela. Je n'ai aucune vocation. Il avait prévu ses premières objections et ne s'en irrita point. En le voyant s'adosser au rocher qui se trouvait derrière lui, croiser les bras sur sa poitrine, prendre un visage impassible, je compris qu'il était préparé à soutenir une longue et pénible résistance, qu'il avait fait provision de patience pour aller jusqu'au bout, résolu à être enfin victorieux. L'humilité, Jane, est la base de toutes les vertus chrétiennes. Vous avez raison de dire que vous n'êtes pas faite pour cette destinée. Qui prétend l'être? Qui donc, parmi ceux qui ont reçu réellement cet appel, s'en est jamais cru digne? Moi, par exemple, je ne suis que poussière et cendre. Avec saint Paul, je me reconnais le plus grand des pécheurs, mais je ne me laisse pas décourager par ce sentiment de mon indignité. Je sais quel est mon chef, dont la justice égale la puissance. Et, puisqu'il a choisi un faible instrument pour accomplir une grande tâche, les ressources infinies de sa providence suppléeront à l'insuffisance des moyens pour atteindre le but. Partagez ces pensées, Jane. Comme moi, ayez confiance. C'est sur le rocher des âges que je vous demande de vous appuyer. Il supportera, n'en doutez pas, le poids de vos faiblesses humaines. Je ne me rends pas compte de ce qu'est une vie de missionnaire. Je ne me suis pas instruite de ce que les missionnaires doivent faire. Là, tout humble que je sois, je pourrais vous apporter le secours dont vous avez besoin, vous tracer votre besogne d'heure en heure, être toujours auprès de vous, vous aider à chaque instant. Ceci ne sera d'ailleurs nécessaire qu'au début. Bientôt, je sais ce dont vous êtes capable. Je sais ce dont vous êtes capable. Vous serez aussi vaillante, aussi experte que moi, et vous n'aurez plus besoin de mon aide. Mais où sont mes aptitudes pour cette entreprise? Elles ne se manifestent pas.
Tandis que vous me parlez, rien en moi ne s'émeut et ne me répond à votre appel. Aucune lumière ne se fait en mon âme, je ne ressens aucune nouvelle impulsion de vie, nulle voix ne me conseille ou ne m'encourage. Ah, que ne pouvez-vous voir quel obscur cachot est devenu mon esprit en ce moment? La peur qui recule, gît là, enchaînée dans ses profondeurs, la peur de me laisser persuader par vous d'entreprendre ce que je ne puis accomplir. Voici ce que j'ai à vous répondre. Écoutez-moi. Depuis notre première rencontre, je n'ai jamais cessé de vous observer. Depuis 10 mois, j'ai fait de vous l'objet de mon étude. Durant ce temps, je vous ai soumise à diverses épreuves. Et qu'ai-je vu? Quelle découverte ai-je faite? À l'école du village, j'ai constaté que vous pouviez accomplir avec ponctualité, loyauté, une bonne besogne qui n'était cependant ni dans vos habitudes ni dans vos goûts. J'ai vu que vous pouviez l'accomplir avec tact et intelligence, en vous faisant aimer tout en imposant votre volonté. Le calme avec lequel vous avez appris que vous étiez soudain devenu riche m'a révélé une âme indemne du péché de Démos. Le lucre n'exerçait pas sur vous un excessif empire. À vous voir résolument empressé à partager votre fortune en 4 parts, n'en conservant qu'une pour vous-même, j'ai reconnu une âme qui se délectait dans la ferveur et l'exaltation du sacrifice. Dans la docilité avec laquelle, selon mon désir, vous avez renoncé à une étude qui vous intéressait pour en entreprendre une autre parce qu'elle m'intéressait. Dans l'assiduité sans défaillance que vous n'avez cessé d'y apporter, dans l'énergie inébranlable, l'humeur égale au milieu des difficultés, j'ai trouvé le complément des qualités que je cherchais. Jane, vous êtes docile, active, désintéressée, constante, courageuse. Vous êtes très douce et tout à fait héroïque. Ne doutez plus de vous. J'ai moi-même en vous une confiance sans réserve. Votre concours sera pour moi du plus haut prix pour diriger les écoles et pour me seconder auprès des femmes de l'Inde. Le linceul de fer se resserrait autour de moi. La persuasion s'avançait d'un pas lent, mais sûr. J'avais beau fermer les yeux, ces derniers mots avaient réussi à frayer le chemin qui jusque-là paraissait impraticable. L'œuvre à accomplir, si vague en apparence, si désespérément confuse, se précisait tandis qu'il parlait et prenait sous sa main qui la façonnait une forme bien définie. Il attendait une réponse. Je lui demandai un quart d'heure pour réfléchir avant de me hasarder à parler encore. « Bien volontiers, répliqua-t-il. » Il se leva, fit quelques enjambées en montant vers le col et se jeta sur un tertre de bruyère où il demeura immobile. Je suis bien obligé de voir, de reconnaître que je peux faire ce qu'il me propose, pensai-je. Du moins, si la vie m'est conservée. Je sens bien que mon existence n'est pas de celles qui doivent résister longtemps au soleil des Indes. Et alors, il n'a cure de cela. Quand mon heure sera venue de mourir, il me remettra à Dieu qui m'avait donné à lui avec la sérénité d'un saint. Je vois clairement ce qui se passera. En quittant l'Angleterre, je laisserai un pays aimé, mais vide. Mr. Rochester n'y est pas. Même s'il y était, quelle importance cela a-t-il? Où aura-t-il jamais pour moi? Il me faut désormais vivre sans lui. Rien ne serait aussi absurde, aussi faible que de languir jour après jour dans l'attente d'un événement qui, à la faveur d'un impossible changement, me réunirait à lui. Il est évident, comme l'a dit un jour St. John, que je dois chercher un nouvel intérêt dans la vie pour remplacer celui que j'ai perdu. La tâche qu'il m'offre n'est-elle pas en vérité la plus glorieuse que Dieu puisse assigner, que l'homme puisse accepter? N'est-elle pas, par ses nobles efforts, ses sublimes résultats, la mieux faite pour combler le vide laissé par les affections brisées, par les espoirs détruits? Je crois que je dois dire oui, mais j'en frémis. Hélas, si je me joins à St. John, je renoncerai à la moitié de moi-même. Si je vais aux Indes, j'irai à une mort prématurée. Que se passera-t-il entre mon départ d'Angleterre pour les Indes et la tombe? Oh, je le sais bien. Cela aussi, je le vois nettement. Pour satisfaire St. John, je me ferai violence jusqu'à l'épuisement de mes nerfs. Je parviendrai à le satisfaire, comblant le cercle de ses espoirs de son centre le plus ténu jusqu'à la plus lointaine périphérie. Si je vais avec lui, si je fais le sacrifice qu'il me presse d'accomplir, ce sera sans réserve. Je déposerai tout sur l'autel, cœur, entrailles, la victime entière. Il ne m'aimera jamais, mais il approuvera tout ce que je ferai. Je lui révélerai des énergies qu'il ignore, des ressources qu'il n'a jamais soupçonnées. Oui, je suis capable de travailler aussi durement que lui, et sans me plaindre davantage. Il m'est donc possible d'accepter sa proposition, sauf sur un point,
un point redoutable. Il me demande d'être sa femme, et n'a pas plus pour moi le cœur d'un époux que ce gigantesque et menaçant rocher d'où le torrent écumant s'élance dans la gorge. Il m'estime, comme un soldat estime une bonne arme, voilà tout. Si je ne suis pas sa femme, je n'en souffrirai pas. Mais puis-je le laisser aller au bout de ses calculs, mettre froidement ses plans à exécution, subir la cérémonie du mariage, toutes les formes de l'amour, qu'il observera sans nul doute avec scrupule, tout en sachant que l'âme en est entièrement absente? Puis-je, à ce prix, recevoir de lui l'anneau nuptial? Comment supporter l'idée que chacune de ces caresses sera un sacrifice consenti par principe? Non, pareil martyre serait monstrueux. Je ne m'y soumettrai jamais. Je consens à l'accompagner comme sa sœur, non comme sa femme, et je vais le lui dire. Je regardai dans la direction du tertre. Il était là, étendu, aussi immobile qu'une colonne renversée, le visage tourné vers moi, l'œil vif, brillant, attentif. Il se leva d'un bond et s'approcha de moi. « Je suis prête à aller aux Indes, si je demeure libre. » « Votre réponse a besoin d'une explication, dit-il. Elle n'est pas claire. Vous avez été jusqu'ici mon frère adoptif et moi, votre sœur adoptive. Restons ainsi. Nous ferons mieux l'un et l'autre de ne pas nous marier. » Il hocha la tête. Une fraternité d'adoption ne peut convenir dans ce cas. Si vous étiez ma véritable sœur, ce serait différent. Je vous emmènerais sans avoir à chercher une épouse. Mais les choses étant ce qu'elles sont, notre union doit être consacrée et scellée par le mariage où elle ne peut exister. Des obstacles matériels s'opposent à tout autre plan. Ne le voyez-vous pas, Jane? Réfléchissez un instant, votre grand bon sens vous guidera. Je me mis à réfléchir, mais mon bon sens, tel qu'il était, ne cessait d'évoquer en moi cet unique fait, que nous ne nous aimions pas comme doivent s'aimer mari et femme, et concluait qu'il ne fallait pas nous marier. Je lui dis donc, « St. John, je vous considère comme un frère, vous me regardez comme une sœur, continuons ainsi. »« C'est impossible, répondit-il résolument d'un ton bref et tranchant. Cela ne peut convenir. Vous avez dit que vous viendriez aux Indes avec moi, ne l'oubliez pas, vous l'avez dit. Sous condition. Bien. Le point important, c'est que vous ne faites aucune objection à quitter l'Angleterre avec moi pour collaborer à mes futurs travaux. Vous avez déjà, pour ainsi dire, mis la main à la charrue et vous êtes trop constante pour l'en retirer. Il ne vous reste qu'à examiner la façon dont vous pourrez le mieux accomplir l'œuvre entreprise. Vos intérêts, vos sentiments, vos pensées, vos désirs, vos aspirations sont trop compliqués. Simplifiez-les. Que toutes ces considérations se perdent en un seul but, celui de remplir avec fruit, avec autorité, la mission que vous a confiée notre Maître suprême. Pour y arriver, il vous faut quelqu'un qui vous aide, non un frère, le lien est trop lâche, mais un mari. En ce qui me concerne, ce n'est pas une sœur qui pourrait m'être enlevée d'un moment à l'autre dont j'ai besoin. C'est une épouse qu'il me faut, la seule collaboratrice sur laquelle je puisse exercer un ascendant efficace durant sa vie et dont je ne serai séparée que par la mort. Je frissonnais en l'écoutant. Son influence pénétrait jusqu'à la moelle de mes os. Je sentais son emprise sur tout mon être. Ne cherchez pas cette épouse en moi, St. John. Cherchez-en une qui vous convienne mieux. Qui convienne mieux à mes projets, à ma vocation. Voulez-vous dire? Je vous répète que ce n'est pas pour l'individu privé qui ne compte pas. Pour l'homme, en un mot, avec ses sens égoïstes, que je désire une compagne, c'est pour le missionnaire. Je veux bien donner au missionnaire toute mon énergie. Il ne demande pas autre chose, mais je ne lui ferai pas le don de moi-même, ce ne serait qu'ajouter l'enveloppe, l'écorce, à l'amande. Il n'en a que faire, aussi les garderai-je. Vous ne pouvez pas, vous ne le devez pas. Croyez-vous que Dieu se contentera d'une demi-oblation? Acceptera-t-il un sacrifice incomplet? C'est la cause de Dieu que je défends, c'est sous son étendard que je veux vous enrôler. En son nom, je ne puis accepter une soumission partielle, elle doit être totale. Oh, c'est à Dieu que je donnerai mon cœur, dis-je. Vous n'en avez pas besoin. Je ne jurerai pas, lecteur, qu'il n'y eût quelque sarcasme contenu, aussi bien dans le ton sur lequel je prononçais ces mots que dans le sentiment qui les dictait. Jusqu'alors, j'avais redouté St. John en silence, parce que je ne le comprenais pas. Il m'avait tenu dans la crainte, parce qu'il m'avait tenu dans le doute. Quelle part de sainteté, quelle part d'humanité y avait-il en lui? Je n'avais pu encore le discerner. Mais bien des choses venaient de m'être révélées par cette conversation. L'analyse de sa nature se poursuivait sous mes yeux. Je voyais ses faiblesses, elles m'étaient intelligibles. Assise sur ce banc de bruyère, avec cet être si beau devant moi, je me rendis compte que j'étais assise au pied d'un homme sujet à l'erreur comme moi-même.
Le voile tombait, découvrant sa dureté, son despotisme. Après avoir décelé ses qualités, je découvrais ses imperfections, et je repris courage, je pouvais discuter d'égal à égal et résister si je le jugeais bon. Il demeura silencieux après que j'eus prononcé cette dernière phrase. Me risquant à jeter un regard sur son visage, je vis que ses yeux, baissés sur moi, exprimaient à la fois un grand étonnement et une intense interrogation. Il semblait dire « Est-ce du sarcasme? Suis-je l'objet de son sarcasme? Que signifie tout ceci ?» « N'oublions pas, reprit-il bientôt, qu'il s'agit d'une chose solennelle à laquelle on ne peut penser et dont on ne peut parler à la légère, sans péché. J'espère, Jane, que vous parlez sérieusement quand vous dites que vous donnerez votre cœur à Dieu. Je n'en demande pas davantage. Arrachez votre cœur à tout ce qui est humain pour le remettre à votre Créateur, et le développement du royaume de Dieu sur la terre sera le principal objet de vos satisfactions et de vos efforts. Vous serez alors prête à faire ce qui tend vers ce but. Vous verrez quelle impulsion sera donnée à votre action et à la mienne par une union physique et spirituelle dans le mariage, la seule qui donne un caractère de constante soumission au destin des hommes et à leurs entreprises. Passant sur tous les caprices sans importance, sur toutes les difficultés banales, les délicatesses de sentiment, sur tous les scrupules au sujet du degré, de la nature, de la force ou de la tendresse de simples inclinations personnelles, vous vous empresserez de consentir à cette union. Croyez-vous ? Dis-je, sans rien ajouter. Je regardais ses traits, si beaux dans leur harmonie, mais singulièrement redoutables dans leur calme sévérité. Son front imposant, mais impénétrable, ses yeux étincelants, profonds, scrutateurs, mais jamais doux, la majesté de sa personne, sa haute stature, et je m'imaginais en esprit que j'étais sa femme. Oh, cela était impossible. Mais si j'étais son vicaire, son camarade, tout irait bien. En cette qualité, j'étais prête à traverser les océans avec lui, à peiner sous les soleils de l'Orient dans les déserts d'Asie, à admirer son courage, son ardeur, son énergie, à essayer d'être son émule, à accepter tranquillement sa domination, à sourire impassible devant son indéracinable ambition, à distinguer entre le chrétien et l'homme, estimant profondément l'un, pardonnant de bon cœur à l'autre. Sans nul doute, ne lui étant attaché qu'à ce titre, j'aurais souvent à souffrir, mon corps serait soumis à un joug rigoureux, mais mon cœur, mon esprit, demeurerait libre. Dans mes moments de solitude, je pourrais toujours me réfugier en moi-même pour y retrouver toute ma fraîcheur d'âme, faire de mes pensées préservées de tout esclavage mes propres confidentes. Il y aurait dans mon esprit des replis qui ne seraient qu'à moi, où il ne pénétrerait jamais, ou croîtrait à l'abri des sentiments spontanés que son austérité ne pourrait ternir, ni ses pas cadencés de guerrier piétiner. Mais être sa femme, toujours à ses côtés, toujours contrainte, toujours tenue en échec, forcée de maintenir très bas le feu de ma nature, de l'obliger à brûler intérieurement sans pousser jamais un cri, dû la flamme emprisonner, consumer mes forces vives l'une après l'autre, cela serait intolérable. St. John, m'exclamai-je quand je fus arrivé à ce point de mes réflexions. Eh bien, répondit-il d'un ton glacial, je le répète, je consens volontiers à partir avec vous comme la collaboratrice de votre vie de missionnaire, non comme votre femme. Je ne peux pas vous épouser et devenir partie de vous-même. Il vous faut devenir partie de moi-même, répondit-il avec fermeté. Autrement, rien ne peut se conclure. Comment puis-je, moi qui n'ai même pas 30 ans, emmener avec moi aux Indes une jeune fille de 19 ans, si elle n'est ma femme? Comment voulez-vous que nous soyons toujours ensemble, parfois dans les solitudes, parfois au sein de tribus sauvages, si nous ne sommes pas mariés? Cela se peut très bien, dis-je d'un ton bref. Tout aussi bien, étant donné les circonstances, que si j'étais votre sœur véritable, ou un homme, un pasteur, comme vous-même. On sait que vous n'êtes pas ma sœur. Je ne puis vous faire passer pour telle. Ce serait attirer sur nous deux d'injurieux soupçons que de le tenter. Quant au reste, si vous avez le cerveau vigoureux d'un homme, vous avez un cœur de femme et... Cela serait impossible. Cela serait possible, affirmai-je avec quelque dédain. Cela serait parfaitement possible, j'ai un cœur de femme, mais non pas en ce qui vous concerne. Je n'éprouve pour vous que l'attachement fait de franchise, de fidélité que l'on a pour un camarade, un compagnon de combat, si vous voulez, le respect et la soumission d'un néophyte pour son hiérophante, rien de plus. Soyez sans crainte.
C'est bien ce dont j'ai besoin, dit-il en aparté. C'est précisément ce dont j'ai besoin. Il faut supprimer les obstacles qui se trouvent sur le chemin, Jane. Vous ne regretteriez pas de m'avoir épousée, soyez-en sûre. Je le répète, nous devons nous marier. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'est pas douteux qu'assez d'amour suivrait notre union pour la justifier, même à vos propres yeux. Je n'ai que mépris pour l'idée que vous vous faites de l'amour. Ne pus-je m'empêcher de dire en me levant, me dressant debout devant lui en m'appuyant le dos au rocher. Je n'ai que mépris pour le sentiment simulé que vous m'offrez. Oui, St. John, et je n'ai que mépris pour vous de me l'avoir offert. Il me regarda fixement, tout en serrant ses lèvres bien dessinées. Était-il courroucé ou surpris, je ne sais quoi encore? Ce n'était pas facile à dire, tant il avait le pouvoir de commander à son visage. « Je ne m'attendais guère à vous entendre parler ainsi, dit-il. Il me semble que je n'ai rien fait ni rien dit pour mériter le mépris. » Je fus touché par la douceur de sa voix, subjugué par son air noble et calme. « Pardonnez-moi mes paroles, St. John. C'est votre faute si je me suis laissé aller à parler aussi inconsidérément. Vous avez abordé un sujet sur lequel, nos natures étant en désaccord, nous ne devrions jamais discuter. Le nom même de l'amour est une pomme de discorde entre nous. S'il s'agissait réellement d'amour, que ferions-nous? Quelle serait notre situation? Mon cher cousin, abandonnez votre projet de mariage, oubliez-le. Non, dit-il. C'est un projet caressé depuis longtemps, le seul qui puisse assurer le succès de ma grande entreprise. Mais je ne veux pas vous presser davantage en cet instant. Je pars demain pour Cambridge, où j'ai de nombreux amis auxquels je désire dire adieu. Je serai absent pendant une quinzaine. Prenez tout ce temps pour réfléchir à ma demande, et n'oubliez pas que si vous la repoussez, ce n'est pas à moi que vous vous déroberez, mais à Dieu. Par mon entremise, il ouvre devant vous une noble carrière où vous ne pourrez accéder si vous n'êtes pas ma femme. Refusez d'être ma femme, et vous nous confinez à jamais dans les limites d'un bien-être égoïste et d'une stérile obscurité. Tremblez dans ce cas d'être du nombre de ceux qui ont renié leur foi et sont pires que des infidèles. Il avait terminé. Se détournant de moi, il contempla la rivière, contempla la colline, une fois encore. Mais cette fois, ses sentiments restèrent enfermés dans son cœur. Je n'étais plus digne de les lui entendre exprimer. Tout en marchant près de lui et en regagnant la maison, son lourd silence me révéla les pensées que j'avais fait naître en lui. La déception d'une nature austère et despotique qui avait rencontré une résistance là où elle s'attendait à trouver la soumission. La désapprobation d'un jugement froid et inflexible qui avait découvert chez autrui des sentiments, des opinions qu'il ne pouvait partager. Bref, l'homme en lui aurait voulu me contraindre à l'obéissance. Seul le vrai chrétien supportait avec patience ma perversité et m'accordait pour réfléchir et me repentir un tel délai. Ce soir-là, après avoir embrassé ses sœurs, il jugea bon d'aller jusqu'à oublier de me serrer la main et quitta la pièce en silence. Bien que ne l'aimant pas d'amour, j'avais pour lui beaucoup d'affection. Aussi fus-je peinée par cette omission sensible, si peinée que les larmes m'en vinrent aux yeux. Je vois, Jane, que vous vous êtes querellés, St. John et vous, au cours de votre promenade sur la lande, dit Diana. Mais il s'attarde dans le corridor à vous attendre. Allez le rejoindre et il fera la paix avec vous. Je n'ai pas beaucoup d'orgueil en pareil cas. J'ai toujours préféré être heureuse plutôt que de garder les distances. Je courus vers lui. Il était debout au pied de l'escalier. « Bonne nuit, St. John, dis-je. »« Bonne nuit, Jane, » répliqua-t-il avec calme. « Serrons-nous la main, ajoutai-je. Combien froide et légère fut la pression de sa main, effleurant à peine mes doigts. Il était profondément mécontent de ce qui venait de se passer et ne se laissait pas réchauffer par la cordialité, ni toucher par les larmes. Point de réconciliation douce au cœur avec lui, pas un sourire réconfortant, pas un mot de bonté, mais le chrétien était patient et placide. Lorsque je lui demandai s'il me pardonnait, il me répondit qu'il n'avait pas l'habitude de se complaire dans le souvenir de ce qu'il avait contristé, que n'ayant pas été offensé, il n'avait rien à pardonner. Il me quitta sur ces mots. Oh, comme j'eusse mieux aimé qu'il me jeta à terre. Et c'est la fin
du chapitre 34. J'ai eu raison de ne pas continuer la dernière fois. Voilà. Puisque, effectivement, on sent tout le malaise d'avoir affaire à un homme narcissique, vraiment, dont la foi même est narcissique. Je pense que c'est plus par orgueil d'être un bon chrétien qu'il réagit comme ça à la fin, que vous voyez comment je juge les gens. Mais il me fait penser à tous ces idéologues qui sont tous narcissiques et prêts à tout sacrifier sur l'autel de la réalisation de leur ego. Je pense à par exemple à Lénine, qui était mécontent une fois parce qu'un de ses collaborateurs, de ses il y avait la réunion des... Alors je sais plus le nombre, c'est dans la trentaine, mais je ne suis pas très douée. Je connais pas toute l'histoire par cœur. Bref, je ne sais plus si c'était sa mère qui était morte ou son père et qui était absent. Et cela l'avait profondément agacé. Il ne comprenait pas qu'on puisse s'absenter pour le deuil d'un de ses parents ou pour un deuil quelconque. Et c'est ça, avoir affaire à... S'il vous plaît, ne sacrifiez jamais votre personnalité, vos rêves, même si votre ambition est limitée, à celle d'une autre personne. J'avais envie de vous lire des extraits, je vais faire très vite. J'ai trouvé un livre l'autre jour assez fou d'un auteur que je ne connaissais pas. Et pour ça, je remercie les éditions Verdier qui me font découvrir souvent des auteurs que j'apprécie beaucoup par la suite. Je ne sais pas si je vais bien le dire, Sigismund Krisanowski, je crois. Rue involontaire. Il y en a d'autres publiés chez Verdier, mais ça c'est le dernier, je crois. Je voulais lire 3 lettres. Trois lettres ou 2 lettres? 3 lettres, c'est peut-être long. Rue involontaire. Il adresse... je ne vais pas lire la première, alors j'essaie de vous expliquer. Il écrit au hasard à des personnes qu'il ne connaît pas. Voilà, tout simplement. On va dire ça. Les habitants d'une rue aux habitants d'une rue qu'il a découverte. Je suis même pas sûre qu'ils habitent tous dans la même rue. Allons-y. À n'importe qui, première fenêtre à gauche, à côté de l'entrée de droite, 3e étage, 51 rue Arba. J'ai fait exprès de coller 6 fois plus de timbres que nécessaire, j'en ai jeté au vent. Peut-être le facteur se montrera-t-il plus indulgent et moins effrayé par l'étrange adresse. De vous, je ne sais qu'une chose, citoyen n'importe qui. Sous le porche de votre immeuble figure le nombre 51, et au plus profond de la nuit, quand l'obscurité atteint son zénith et que s'éteint la centaine de fenêtres de votre stupide immeuble lourdeau, seule la vôtre reste allumée, cachant sa lumière derrière un rideau blanc.
Je le sais parce que j'aime me promener la nuit. Manifestement, le sommeil n'est pas votre meilleur ami. Et quand tous sont arrivés au bout de leur pensée du jour et ont rompu le contact entre leurs deux hémisphères cérébraux, vous poursuivez votre pensée. Et moi aussi. Nous ne sommes plus que tous les deux. Vous savez, parmi la multitude des confréries, il y a celle des cierges. Elle remonte à des temps anciens. Quand il manque aux gens un sou pour acheter un cierge votif, ils se cotisent, puis le tiennent ensemble, doigt contre doigt. Et donc, vous et moi, nous sommes frères de cierge, compagnons de la pensée qui ne s'éteint pas. Même si nous ne nous connaissons pas, que nous ne nous sommes jamais vus et que nous ne nous verrons sans doute jamais. Ainsi, j'aime me promener la nuit. Le jour, quand l'espace rayonne de soleil et que dans la ville tournent les rayons des roues et s'arrachent les pas, le temps est peu perceptible. Mais avec la nuit, quand les objets, vivants et morts, s'inaniment, l'ombre prend la place de la chose et la repousse dans les rêves, dans la vie ombreuse. Au-dessus des rues vides, les cadrans des horloges sont allumés, et le temps, en faisant courir les pointes de ses aiguilles noires, comme moi maintenant la pointe de ma plume, inscrit ses pensées dans les ténèbres. Notre temps est le temps du temps. Nous avons renoncé à conquérir les espaces, annexer les territoires. Nous avons conquis le temps, annexé l'époque. Et cette nouvelle propriété socialiste doit être étudiée soigneusement et à fond. C'est ce que je fais à ma façon. Très chère fenêtre qui ne s'éteint pas, je bavarde souvent avec vous, debout sur le trottoir d'en face. Personne ne nous dérange, hormis de rares voix d'ivrogne et le grondement déferlant des camions nocturnes. Le temps m'apparaît tantôt comme un tourbillon d'instants, tantôt comme une chute d'eau tombant vers l'avenir. Si le vent des instants avait suffisamment de force pour m'arracher mon chapeau, d'autres y ont laissé la tête, cela signifierait-il que j'ai salué la révolution? Mes pensées creusent toute cette question, comme la goutte d'eau, la pierre. Maintenant il faut vivre, se redresser de toute son âme. Le niveau de vie a tellement augmenté qu'il nous arrive à la gorge. Il y a de quoi périr noyé sous le sens. Mais que peut faire celui dont l'âme est courbée comme une vieille, ou bien le bossu? Suivre le proverbe et demander de l'aide à la tombe. On dirait bien. Suivre le proverbe et demander de l'aide à la tombe. On dirait bien. Vous ne répondez pas, fenêtre. Votre lumière reste muette. Pourtant, il y a quelques jours, j'ai cru que vous, précisément vous, m'aviez envoyé quelques mots. Ils brillaient de leurs lettres rondes et dorées sur une plaque noire. En partant, éteins la lumière. Allusion au proverbe « À vieux corps, point de remède » et « Seule la tombe redressera le bossu ». Alors, excusez-moi, il faut que je prenne de la lumière parce que là, je ne vois plus rien. Au facteur. Camarade facteur, cette lettre n'ajoutera aucun pas à votre travail déambulatoire et n'alourdira pas d'un gramme votre besace. Je crains seulement que l'habitude de porter des lettres ne vous entraîne à emporter ces lignes jusque dans votre appartement. Mais je vous conseillerais plutôt de l'ouvrir sur le champ, de la lire et de la jeter dans la poubelle la plus proche. Je respecte au plus haut point le métier de facteur. Et je suis sûre que les mots poste et imposteur n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant j'affirme, mais n'allez pas trop vite le prendre mal, qu'aucune lettre n'a jamais atteint son destinataire, jusqu'au fond de l'être, tout entier. Je n'ai bien sûr nullement l'intention de dénigrer en quoi que ce soit le travail du facteur. Celui-ci frappe consciencieusement aux portes, mais frapper au cœur, et qu'il s'entr'ouvre, ne fait pas partie des obligations des porteurs de lettres. Le facteur remet des enveloppes. Pourtant, je vous garantis qu'une lettre estampillée Vladivostok et distribuée à Moscou doit encore accomplir une route bien plus longue que celle qu'elle vient de faire. Nous avons liquidé, ou quasiment liquidé, l'analphabétisme. C'est très bien. Qui peut prétendre le contraire? Mais qu'avons-nous fait pour liquider l'ignorance profonde? Car nous nous comprenons tout en ânonnant.
syllabe après syllabe et encore à grand-peine, et nous ne savons pas lire les sentiments d'autrui, ce qui se cache tout au fond de la lettre. Et pourtant, cher et hasardeux destinataire, je crois déchiffrer en vous un certain sentiment d'offense, voire d'ennui, qui là, dans les secondes qui viennent, va froisser ma lettre et la jeter au loin. Attendez encore une ligne ou deux, car au fur et à mesure que le niveau d'encre baisse, goutte après goutte, dans l'encrier, dans l'écrivant, vers après vers, le niveau de votre cas monte. Vous-même ne refusez sans doute pas de boire un petit coup de temps à autre. Santé! Il y a peu après 2 flacons, j'ai entrepris d'écrire une carte postale à Dieu. Je l'ai adressée comme suit. Adieu, à remettre en main propre. Véridique, parbleu. Et en allant chercher une 3e fiole, je l'ai jetée à la boîte. Quand je me suis réveillée, je l'avais oubliée, mais elle ne m'avait pas oubliée. 2 jours plus tard, je l'ai reçue avec le tampon destinataire inconnu. Allez dire après ça que notre poste marche mal. Santé! De quoi on causait? Ah oui, les enveloppes. Les pensées ont peur du soleil. Elles préfèrent le ciel gris. Moi aussi, je suis complètement gris. Je vois trouble. J'ai des taches qui me dansent devant les yeux. D'abord, la pensée est dans le noir, dans son enveloppe d'os, et ensuite dans une enveloppe de papier. Et il est plus facile de casser l'os que d'inciser la dépouille, puisqu'on dépouille le courrier, tu comprends? De papier et d'arriver jusqu'à... Crénom de nom. Mes pensées sont saoules, elles titubent. Et l'encrier qui est par terre, l'encrier, j'arriverai pas à l'attraper. Et ma plume crft. Appartement numéro 1, 16, rue Involontaire. Je ne sais pourquoi les débits de boissons se sont mis à ouvrir à 11h seulement. Je suis sortie à 10h et j'ai été obligée de traîner jusqu'à ce qu'ils enlèvent la grille de fer. Je suis d'abord allée sur le mont Vargonikin et je suis restée près de la petite église coreligionnaire décapitée. Plus bas, là où auparavant se trouvait la rive nue, il y a maintenant un square vert et gai. Si l'on regarde bien au-delà de la Moskova et du quai Berezkovskaya, on voit le cadran noir de la gare de Briansk. L'aiguille dorée entraînait dans sa course les minutes, lentement et péniblement, comme un porteur qui travaillerait pour 2 passagers du même coup. Le vent s'est levé. J'ai fait demi-tour et j'ai pris la rue Vargonikinsky. Après quelques coups, je me suis retrouvée dans une petite ruelle que je ne connaissais pas, bordée de maisons basses. Elle n'avait rien de particulier. Elle était comme les autres, sauf son nom, en lettres blanches sur fond bleu, rue Involontaire. Vous n'êtes pas encore là, vous à qui j'écris. Pas encore, parce que la rue ne va que jusqu'au numéro 14 et que le 16 est en construction. Il monte ses briques. Je n'ai pas envie que cette lettre arrive trop vite. Je préfère qu'elle parvienne sous vos yeux en même temps que le futur auquel je suis en train de penser. Rue Involontaire, 14 maisons et demie, et il m'a semblé, un instant, que la rue prolongeait ses coudes et tortuait à travers la Russie tout entière, et qu'elle avait d'innombrables habitants comme moi, involontaires, car mes semblables et moi, et nous ne sommes pas si peu nombreux que ça, nous vivons tous dans la rue involontaire de l'histoire. Qu'avons-nous fait pour qu'elle vienne? Vous savez de quoi je veux parler. Au mieux, nous l'avons invoquée, comme dans les villages on invoquait le printemps, avec des chants. En fait, nos chants n'appelaient pas grand-chose, un petit printemps de rien du tout. C'est un vrai printemps qui est venu, terriblement jeune. Il resplendit avec trop d'éclat pour nos yeux. Nous sommes obligés de les cacher derrière des conserves. Se lamenter ne fait pas avancer, et nous qui comptions justement avancer en nous lamentant. Pendant que d'autres, portant sur leurs épaules les lourdes dalles des jours, pavaient la voie de la révolution, la voie véritable des géants, nous arrachions du calendrier des feuilles légères, nous contentant de regarder de temps à autre de combien de secondes le jour avait rallongé ou ce que proposait au menu le feuillet arraché, du bouillon au crouton ou de la soupe d'écrevisse. Et puis, quel genre de fête peut avoir lieu rue Involontaire? Involontaire. Quelle joie! Inespérée, comme l'a déjà dit Bloch. Pourtant l'espoir fait vivre, et vivre par procuration, c'est rester de côté, mais où? Comme on disait à l'école, mais où?
que l'on se trouve, on est toujours à côté. Et donc, on est toujours étranger. Or, je ne vois pas pourquoi en parler, ni maintenant, ni après, car la seule issue est de passer de l'autre. Khrizanowski joue ici non pas avec la ritournelle des conjonctions de coordination, mais avec la liste que devaient apprendre par cœur les écoliers, des adverbes finissant par la lettre « iat », supprimés ensuite par la réforme orthographique de 1918. Cette réforme, qui simplifiait l'orthographe en supprimant 4 lettres, a été souvent perçue comme un signe de la Révolution, comme la volonté du pouvoir bolchevique de couper le peuple de la culture et du passé. Mais elle était en fait préconisée depuis 1904. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. En même temps, je ne vois rien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas où je devais aller avec tout ça. Mais j'y suis, ou à côté. Et c'est déjà pas mal. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et pardon pour mes divagations. Voilà. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci encore.